Émission du 8 novembre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, la représentation trans à la télévision québécoise. Juste ou stéréotypée? Une étude vient de paraître sur le sujet. Nous recevons son autrice, la chercheuse Amélia Fizet. Bonsoir. Bonsoir. À quel pronom utilisez-vous? Elle, accord féminin. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté? Faire partie de la communauté, c'est avant tout quelque chose qui demande, qui est un lieu où on est tous bienvenus, mais avant tout, il faut faire des efforts pour prendre soin des autres. Donc, c'est ce que je fais, je pense, en faisant de la recherche. Et justement, on parle de la recherche, ça vous intéresse, vous êtes doctorante en études littéraires, mais l'écriture aussi vous intéresse, l'écriture de livres. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir autant un pied dans la rigueur de la recherche que dans la créativité de l'écriture? C'est une question d'équilibre. Je pense que la recherche est très rigide, qui demande beaucoup de rigueur. L'écriture aussi, d'une certaine manière, mais ça ne permet pas de libérer tout son fou, toute sa créativité. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. On reçoit aussi de la visite de la France. Le réalisateur Nathan Ambrosioni est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à Montréal pour présenter votre plus récent film qui s'appelle Tony en famille au Festival Cinémania. Heureuse coïncidence, on en parlait ce matin, mais ça fait aussi 10 ans que vous êtes venu à Montréal pour la première fois pour présenter un autre film. C'était à quelle occasion? C'était pour le festival du film fantastique Fantasia. C'est un film d'horreur que j'ai fait de façon complètement amateur et autoproduit avec des amis. Et le festival m'a accueilli et c'était une formidable projection. C'était la première fois que je montrais mon film à un public. Et c'était un grand souvenir de stress, d'angoisse, mais de cinéma aussi. Et puis là, bon, les gens le voient pas parce qu'ils nous écoutent, mais il y a 10 ans, vous aviez quel âge? 14 ans. Donc, quand même, traverser l'Atlantique pour venir présenter son film au Festival Fantasia, ça se prend très bien. Alors, on a l'occasion de parler de votre parcours, mais aussi de ce film, Tony en famille, présenté au Festival Cinémania. Et puis, notre chroniqueuse en théâtre, Mélodie Noël Rousseau, est avec nous. Bonsoir, Mélodie. Bonsoir. Alors, tu arrives d'un week-end assez inspirant à l'extérieur de l'île. Ah oui, je suis allée animer une formation de jeu à l'école Brin-Ballante. J'ai bien hâte de vous en parler. Et juste pour un petit teaser, un petit mot là, qui pourrait révéler le contenu de ta chronique. C'est une école d'art clownesque en plein cœur de la forêt. Ah, voilà. Ah, ça donne envie d'y aller. Merci, Mélodie. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé ou je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Et ce soir, sur scène, le soleil d'aujourd'hui m'a inspiré une petite chemise rouge à fleurs que j'ai dissimulée, cachée derrière un chandail blanc parce qu'on annonce la neige demain. On m'a dit ça tantôt. Ben oui, elle ne devrait pas rester, mais on attend pour ton séjour cette fois-ci. Oui, il y aura un peu de neige. Alors, nous sommes en direct du bar Le Normandie, dans le village, à Montréal. C'est parti pour tous. Une nouvelle étude dresse un portrait des représentations trans dans les fictions télévisuelles québécoises de la dernière décennie. Le rapport identifie aussi des pistes de solutions pour améliorer la situation. On en parle avec son autrice, Amélia Fizet. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, pour permettre à notre auditoire de bien comprendre, j'aimerais qu'on prenne le temps de définir ce que signifie le mot « trans » pour votre étude. Oui, le contexte de notre étude, on l'utilise dans un sens qui est très large, qui représente à peu près la diversité de genre. Je me sers du terme modalité de genre pour désigner ça. Modalité de genre, c'est une proposition terminologique faite par Florence Haché qui, dans le fond, que cis et trans sont des modalités de genre. Ça définit la relation d'une personne entre son sexe assigné à la naissance et son identité de genre. Donc, une modalité cis, une modalité trans. Et pour l'étude, toute personne qui n'a pas une modalité cis est considérée dans notre étude comme trans. Donc, on inclut là-dedans les personnes non-binaires, c'est ça pour cette étude? Tout à fait.
Donc, plongeons dans les résultats de vos recherches qui vous ont d'abord permis de faire un portrait type, le portrait en fait d'une personne trans type dans les productions télévisuelles que vous avez étudiées. Elle ressemble à quoi, cette personne trans? Oui, dans les 18 personnages étudiés, ça nous a permis ça nous a permis de comprendre que cette personne type-là n'a jamais d'handicap visible ou d'handicap invisible qui est nommé. Elle est généralement en position économique stable. Les personnes trans à la télé québécoise sont principalement transféminines. 11 des personnages sur 18 sont transfemmes. On va avoir 4 personnages masques et 3 personnages non-binaires. Aussi, la personne transtype au petit écran québécois est blanche. On compte un seul personnage racisé sur les 18. Elle va être relativement mince. Elle ne va pas vivre de discrimination basée sur son poids. Elle va être mineure. On remarque 4 figures plus âgées sur les 18. 7 là-dedans vont être mineures ou d'âge scolaire. Pas toujours précis, leur âge n'est pas toujours nommé. Et elle va généralement être hétérosexuelle. Donc, cette personne, en fait, l'orientation sexuelle la plus commune, c'est l'hétérosexualité. Ce n'est pas une question de majorité, c'est segmenté en plein de petits sous-groupes, mais en majorité hétérosexuelle. Le plus hétérosexuel, excusez-moi. Et ce portrait-là, type que vous avez dressé, est-ce que c'est représentatif de la communauté trans en général? Ben, non, pas du tout. Mais j'ai quand même à préciser que c'est important de dire que la fiction n'a pas à refléter le réel. C'est juste que ce qu'il faut dire, c'est qu'à la télé québécoise, c'est qu'on est tellement loin du réel qu'on doit juste rappeler aux gens, regardez la barre où elle serait à la base, et là, on n'est même pas. On n'est même pas encore dans la fiction. On ne se rend même pas au réel. Fait qu'on ne peut pas encore atteindre la fiction et la créativité. Alors, c'est pour ça que si on regarde, par exemple, si on compare les deux entre la personne type et le réel, ben, les répondants, si on, genre, pour faire la comparaison, je me sers des études démographiques de Transpulse Canada qui a mené un sondage il y a quelques années sur la population trans. Et parmi les répondants québécoises, il y en avait 8 qui avaient un handicap et 25 se disaient neurodivergentes. La personne type québécoise est économiquement stable, mais 46 des personnes trans qui ont répondu au sondage de Transpulse sont dans un ménage à faible revenu. On parle que c'est majoritairement des personnes transféminines au petit écran, mais dans les faits, il y a seulement 20 des répondants de Transpulse qui étaient transfemmes, alors qu'il y en avait 29 qui s'identifiaient comme hommes, garçons, et 50 qui s'identifiaient comme non-binaires, et c'est sans oublier le 0,9 qui avait une identité de genre autochtone ou associée à leur culture spécifique. Aussi, l'idée qu'une personne trans, c'est une personne blanche, qu'on voit qui est très commune à la télé québécoise, après tout, une seule personne, un seul personnage transracisé sur 18. Mais dans les faits, quand on regarde ça pour le Québec, ben, on a 5 des répondants québécoises qui vont être autochtones et 9 qui vont être racisés. Et même si on regarde pour l'orientation sexuelle, l'hétérosexualité, c'est pas l'orientation la plus commune. Elle ne représentait que 8 de la population qui a répondu au sondage de Transpulse. Les polysexualités, c'est-à-dire la pansexualité et les bisexualités, sont nettement plus communes. Pour la pansexualité, on est à 3 et les bisexualités, 22 Donc, c'est très loin du portrait qu'on peut avoir. Mais le portrait, la véritable image d'une personne trans, ce portrait-là est très, très, très éloigné de la réalité. Vous avez étudié 18 personnages. J'aimerais ça qu'on parte de l'un ou de l'une là, pour illustrer certaines des conclusions de votre étude. Mais là, ici, je ne veux pas qu'on fasse ça là, pour pointer du doigt l'une ou l'autre des productions, mais c'est surtout par souci pédagogique. Par exemple, dans la presque totalité des cas que vous avez étudiés, la transitude est le noyau de l'intrigue liée au personnage. Oui, absolument. 18, dans les 12 de ces cas, voit la transitude comme être le noyau de la problématique de son récit. Et pour 3 de ces personnages-là, on va avoir aussi, ça va créer des tensions, des conflits mineurs, ça ne sera pas principal. Donc, on a quand même 15 personnages en tout sur les 18 pour qui c'est un problème. Et dans ces personnages-là, il y a plusieurs cas. On peut penser, je pense à Jade dans Hubert et Fanny, qui est une petite fille trans
Et là, toute son intrigue dans Hubert et Fanny à Jade, ben là, c'est l'acceptation de ses parents. C'est ses parents qui vivent ce grand changement dans leur vie, qui doivent accepter ça. Et justement, l'intrigue de Jade se termine sur en plus, c'est une vidéo enregistrée, un appel vidéo avec sa belle-mère qui finalement lui fait un long message pour dire qu'après avoir pris du temps à l'étranger pour réfléchir à tout ça, donc quand même avoir quitté sa fille tellement c'était un choc pour elle. Donc, elle lui envoie une vidéo pour dire: Ah, mais là, j'ai réussi, j'ai fait la paix avec ton identité, tout va bien. Alors qu'il y a plein d'autres sphères, là, évidemment, qui pourraient faire l'objet de l'intrigue. C'est un peu le même constat, je pense, pour le discours médical, tout ce qui a trait à la transition. Par exemple, dans Fugueuse, il y a une discussion entre deux personnages là, qui portent là-dessus, mais qui manque un peu de contexte. Oui, je pense que pour bien situer à quel point cette discussion-là est problématique, il faut aussi parler de l'isolation dans la communauté trans, ou justement à quel point c'est rare que deux personnes trans discutent entre elles. Et dans Fugueuse, il y a une scène avec Maria, qui est une gérante de restaurant. Elle vient d'embaucher Alex, qui est une jeune fille trans, mais à ce moment-là, Maria ne sait pas qu'Alex est trans. Donc, de son point de vue, elle vient juste d'embaucher ce petit gars, ce genre-là, qui est à la rue. Puis je dis petit gars, mais il y a 17, peut-être 18 ans, je ne me rappelle plus trop quel âge exactement. Et dans un moment, Alex rentre pour son premier chiffre de travail. Elle croise Maria dans le vestiaire. Et là, d'un seul coup, Alex pointe cette photo au mur. Puis là, Maria dit: Ah oui, c'était pour un voyage en Thaïlande quand j'ai eu ma vaginoplastie. Et là, commence un long discours sur sa vagino et qui est extrêmement pédagogique, où Maria n'arrêtera pas de dire: Ah, mais je ne le regretterai jamais, je ne regretterai jamais ce que j'ai fait. Puis à quel point c'était important pour elle. Puis dans les faits, Maria est une gérante de restaurant qui parle à son jeune employé. Il n'y a absolument aucune raison pour que cette discussion-là ait place. Puis c'est très dommage parce qu'au final, ces deux personnages trans-là, il y avait une magnifique opportunité de créer une discussion où justement une femme trans plus âgée, plus expérimentée aurait pu prendre cette jeune femme trans-là sous son aile, lui expliquer des choses. Mais là, puisque Maria n'a pas le contexte du fait qu'Alex est trans, ça n'a juste aucun bon sens. C'est juste un long discours didactique extrêmement intrusif sur à quel point Maria a une vaginoplastie en Thaïlande et à quel point c'est donc bien la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie d'avoir une vaginoplastie en Thaïlande. Oui, c'est ça, ça manquait un peu de contexte, comme vous dites. Et d'ailleurs, cette interaction-là entre deux personnes trans, c'est la seule que vous avez répertoriée. Il n'y en a pas d'autres là, d'échanges entre deux personnes trans, alors que dans la réalité, les personnes trans, souvent, elles ont un réseau, elles ont une communauté d'autres personnes trans, et ça non plus, on ne le voit pas à l'écran, c'est ça? Juste pour vous corriger, il y a quand même 3 échanges que je répertoriais. Ce qui reste quand même peu dans 15 séries. Mais dans le fond, si on fait les maths rapidement, c'est que dans le fond, il y a 15 séries et 18 personnages. Donc, seulement dans 3 séries, il y a au moins 2 personnages trans. Donc, ça explique un peu la situation. Actuellement, il y a un seul personnage trans par série quand il y en a un. Et oui, dans ces 3 cas-là, c'est très rare. On comprend difficilement l'idée qu'il n'y a pas de communauté trans, parce que c'est le principe, on dit communauté trans. Le mot communauté, il n'est pas juste là pour faire joli. Ça décrit quelque chose, ça décrit notre capacité à nous aider, à nous soutenir, à apprendre des choses les uns des autres. Puis, ce qui est encore plus frappant, je note 3 échanges, dont celui entre Maria et Alex. Mais dans les 3 cas, les actrices trans vont rester isolées à l'écran parce que leurs partenaires de jeu vont être des acteurs cis qui jouent des personnages trans. Fait qu'à toutes les fois, il y a toujours une sorte d'isolation de la personne trans à l'écran. Elle est toujours seule. Même quand elle devrait être avec une autre personne trans, on la laisse seule. Et à ce sujet-là, il y a un rôle qui a peut-être marqué les gens, celui de Pretzel dans M'entends-tu, une travailleuse du sexe trans, toxicomane, interprétée par Christian Bégin, un homme cis. Est-ce que cette situation-là, elle est représentative du casting en général des personnes trans à l'écran? Heureusement, je vais me permettre ce petit trait de subjectivité-là, mais heureusement, non.
Heureusement, ce n'est pas représentatif. Près d'elle, c'est vraiment, je dirais, le pire cas de figure. Par chance, ça vole légèrement plus haut les cas que j'ai pu étudier parce que je pense que j'aurais pas été capable d'écouter ces 15 séries-là. Ça avait été juste du près d'elle pendant des heures et des heures. Mais faut voir qu'il y a une très grande diversité dans ces représentations qui sont relativement limitées, stéréotypées. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de vouloir faire quelque chose de positif, vraiment de vouloir représenter des êtres humains, mais c'est comme si on ne savait pas exactement comment s'y prendre. Mais il y a aussi des cas où, avec Prédiel, je ne comprends absolument pas qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un se dise oui, c'est une bonne chose d'écrire ce personnage trans-là, parce qu'on est absolument dans les plus vils stéréotypes. Puis c'est correct qu'une femme trans fasse du travail du sexe, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça, encore une fois, Prédiel, seul personnage trans dans la série, c'est juste que le personnage, c'est une coquille vide. C'est juste un stéréotype. On dirait qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a, pas de chair. C'est juste une coquille de stéréotypes, d'étiquettes qu'on a plaquées sur quelqu'un. Puis elle fait juste crier, pas aller bien. Il n'y a rien de positif dans sa vie. Il n'y a pas de... Il y a des petites perles, ça. Puis là, on essaye de l'humaniser, mais ça ne réussit pas parce qu'on est encore trop dans le stéréotype. Et ça, l'impact de ça sur les personnes qui regardent ces séries-là, c'est quoi? C'est très difficile parce que il n'y a pas eu d'études sur la réception des séries sur les personnes trans. Mais je peux aller dans un point de vue en tant que moi, en tant que femme trans, qui a écouté ces 15 séries-là, qui a dû regarder, qui a même dû les réécouter, prendre, examiner chaque scène. C'était dur pour moi de voir ces séries-là, de voir les femmes comme moi être représentées comme ça, de voir que pour, visiblement, les gens qui font de la télé québécoise, je suis une créature un petit peu étrange qui doit toujours être expliquée, démystifiée pour monsieur, madame, tout le monde, que je suis pas totalement humaine, je suis juste trop compliquée pour être humaine. Puis, je pense que c'est un peu l'effet que ça peut faire aux personnes trans. C'est un effet de se sentir autre, de se sentir qu'on n'a pas le droit d'exister dans l'espace public, puis ça les fait, puisque on s'imagine toujours un téléspectateur et cis, on est toujours dans la pédagogie. Fait qu'est-ce que ça dit? Ça dit, bon, ben la personne à qui on s'adresse, c'est une personne cis. Ben, la personne trans, dans le fond, ça veut dire qu'elle n'a pas d'affaire avec des séries avec des personnages trans à la télé québécoise. Puis je trouve que c'est très dommage, parce qu'on se coupe. Oui, c'est pas un gros pourcentage de population, les personnes trans et non-binaires, mais ça reste quand même des gens que la télé québécoise pourrait essayer d'aller chercher, qui seraient intéressés à participer à leur culture. J'aimerais ça qu'on termine en parlant d'un exemple de solution. C'est par rapport au morinon. Pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est en fait le nom qui était utilisé avant la transition d'une personne. Dans les séries que vous avez étudiées, on en entend. Et vous m'avez dit qu'on en entend beaucoup, mais vous avez un exemple d'une série qui a innové pour pouvoir en parler de cet enjeu-là des morinons, que ça fasse partie de l'intrigue, mais sans avoir à le prononcer. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, pour moi, c'est un coup de cœur. C'est la série Work in Progress. Qui, si je ne me trompe pas, elle est disponible sur Crave, si les gens veulent la regarder. C'est une série qui met en scène une lesbienne, butch, un peu une identité de genre floue qui essaie de gérer sa dépression, ses différents problèmes. Et certainement dans l'intrigue, elle va rencontrer Chris, personne transmasque, Chris et Abby, qui est la protagoniste, vont tomber en amour, relation super passionnée. Et à un moment, Abby va voir le morinon de Chris sur un pot de pilule. Et là, Abby, absolument dévastée. Mais là, ce qui est fascinant, pour le reste de l'épisode, on joue avec ça et Abby va commencer à voir le morinon de Chris partout. Ça va être le nom d'un diner, ça va être l'auteur sur sur quelques livres dans sa bibliothèque. Et dans un conflit entre elle et Chris, à la fin, elle va hurler le morinon de Chris pour essayer de le mettre en colère. Et là, je dis tout ça, mais à aucun moment on a vu ou entendu le morinon parce que le morinon était brouillé ou était flouté plutôt et était bipé quand il était dit à voix haute. Alors, l'intrigue au complet tourne alentour de l'enjeu du morinon puis du secret qui vient avec ça, puis à quel point ça va être quelque chose de violent.
mais à aucun moment, ils n'ont été employés. Et ça, je trouve que ça peut être une magnifique façon d'être créatif et de respecter la sécurité des personnes trans, de montrer à quel point des choses sont graves sans forcément reproduire le comportement violent. Comme quoi, il y a des manières là, de parler de ces enjeux-là de manière respectueuse. Amelia Fizet, votre rapport a été publié la semaine dernière, jeudi la semaine dernière. Ça a été fait pour le compte de Divergenre, un organisme qui est basé à Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Il reste quelques jours encore au 29e Festival de films francophones Cinémania. Une centaine de films figuraient à la programmation. Ça se déroule jusqu'au 12 novembre. Et l'un de ces films s'appelle Tony en famille, deuxième long-métrage du jeune réalisateur français Nathan Ambrosioni, qui est de passage à Montréal pour le festival. Il est ici sur scène. Bonsoir. Bonsoir. Donc, avant de parler de votre film, j'aimerais ça qu'on parle un peu de vous. On ne vous connaît pas beaucoup ici au Québec. Vos pronoms? Lui. Il. Lui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté? Ah, c'est complexe comme question. Je crois que ça sous-entend quelque chose de rassurant et de visible et d'important, je dirais. Je le disais, jeune, hein, on en a parlé en début d'émission, 24 ans. Votre premier film, Les drapeaux de papier, est sorti en 2018. Vous n'aviez que 18 ans. Vous êtes tombé dans le monde du cinéma à l'âge de 12 ans. Je le raconte tout brièvement, là, mais un film d'horreur qui vous a donné la passion. Entre 12 et 18 ans, il y a quand même juste 6 ans. Là-dedans, vous êtes venu à Montréal présenter un film. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 6 années-là pour que vous vous plongiez à ce point dans le monde du cinéma? J'ai pas arrêté de regarder des films. J'ai dû en regarder des centaines et des centaines et en boucle. Et j'ai fait des films avec mes amis de façon complètement amateur et autoproduit parce que je viens pas du tout de ce milieu-là. Moi, je viens du sud de la... Enfin, en France, je sais pas si c'est pareil au Québec, mais en France, le cinéma, il est hyper centralisé à Paris. C'est où on habite à Paris, où on habite... Enfin, on peut faire du cinéma, ou tant pis. Et moi, je viens de la campagne, dans le sud, donc... pas du tout de ce milieu-là, mais j'ai essayé. J'ai fait des films avec mes amis, et des films d'horreur principalement. Et j'ai appris plein de choses en faisant ces films-là. Et puis ensuite, j'ai écrit Les drapeaux de papier, qui était mon premier film professionnel quand j'ai eu 17 ans. Et je l'ai envoyé par mail à des boîtes de prod parisiennes. Et ça a fonctionné. Et j'ai eu la chance que je me suis pris beaucoup de vent, mais une boîte de prod a lu et a aimé le film et m'a demandé de monter à Paris pour qu'on en parle. Et elle m'a dit qu'elle produirait le film. Moi, je dois l'avouer, là, je ne vous connaissais pas avant de plonger dans la programmation de Cinémania. Mais bon, je suis allé voir des entrevues que vous avez données en France et tout. C'est inévitable un peu cette comparaison avec Xavier Dolan. On va en parler parce que, bon, vous êtes au Québec, mais on vous le fait souvent, cette comparaison-là. Vous êtes jeune, vous avez sorti des films. Comment vous la recevez, cette comparaison-là? C'est un honneur. Moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je crois que peut-être qu'on ne le voit pas de la même façon parce que moi, je le vois simplement en tant que cinéaste et pas personnalité publique. Je pense que vous, il appartient vraiment à la sphère médiatique et tout ça. Nous, c'est plus ses films en France. Et donc, son cinéma me passionne. J'aime beaucoup ses films et je trouve qu'ils ont eu beaucoup d'importance dans ma cinéphilie, dans la construction de ma cinéphilie et même dans la construction de mon identité, de la façon dont ils représentent les personnes queer, notamment. Et ouais, j'ai l'impression que ça me dérange pas. Moi, je peux m'identifier à cette comparaison, même si pour moi, on fait pas du tout les mêmes films. Il a 10 ans d'avance, il a un talent fou, et puis, bon, ben voilà, je n'aurai que 10 ans de retard toute ma vie sur cette film, donc... Mais là, il a pris une pause, donc c'est l'occasion de le rattraper. Plongeons maintenant dans le film, mais juste avant, pour nous mettre dans l'ambiance, on a un extrait de la bande sonore. J'ai 5 enfants, tous des adolescents. Il faut y aller là, allez vous habiller. Ça fait 5 cadeaux d'un coup. Je te les présente. Ah. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas, bonne soirée. Ah bon, t'es sûr? Maman Camille! T'es sérieuse là? T'allais encore me blesser sur le parking? Fun. Marcus. Bouffonne, on est en 2010 ou quoi? Mathilde.
Et dans 10 ans, vous vous voyez où? Dans 10 ans? Oui. Ça doit faire pas mal de bruit, les 5 ensemble. Donc, Tony en famille, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Tony, qui est une femme de 42 ans et mère de 5 enfants. Les 2 plus grands s'apprêtent à quitter le nid et à partir pour l'université. Et elle se rend compte qu'à part être leur maman, les 20 dernières années de sa vie, elle ne s'est jamais posé la question de qui elle était, indépendamment de ses enfants. Alors elle se persuade qu'elle veut reprendre ses études et retourner à l'université. Donc, on la suit dans ce parcours-là. C'est un film, d'abord et avant tout, sur la famille. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur la famille? Je sais pas, je sais pas ce que je voulais dire en particulier. Pour moi, c'est pas forcément un message, c'est plutôt une observation. Je trouve que la famille, c'est un terrain de cinéma passionnant, c'est un terrain de vie, avant d'être un terrain de cinéma qui est fascinant, qui est commun à tous, que ce soit manquant ou omniprésent. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on peut parler de tout quand on parle de la famille au cinéma. J'ai l'impression que ça permet une constellation de personnages où on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ils se connaissent et pourtant un lien très fort les unit. Enfin, ça permet plein de choses. Ça permet autant de facilité que de complexité et je trouve ça très important d'en parler. Et donc, dans ce film, on suit Tony, vous l'avez dit, qui se pose des questions sur sa vie au début de la quarantaine. Elle fait face à tout plein d'obstacles de la société qui ne vont pas nécessairement l'encourager à suivre le chemin qu'elle aimerait prendre. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler d'abord de ces obstacles-là sociaux? Oui, c'est des injonctions. En tout cas, encore une fois, je ne sais pas comment c'est ici d'être une femme de 42 ans qui veut reprendre ses études, mais monoparentale. Monoparentale, célibataire, mais en France, quand j'ai commencé à faire des études pour le film, donc à appeler Pôle Emploi, c'est un organisme qui propose des emplois aux gens, Parcoursup, qui est un organisme qui permet de s'inscrire à l'université. C'est vrai que la question qu'ils me posaient, je disais que c'était ma mère, ils me demandaient mais pourquoi elle veut reprendre ses études, votre mère, si elle a 5 enfants? Pour eux, ils comprenaient pas trop l'intérêt de sa réorientation et de son désir qui ne concernait pas ses enfants. Et je trouve que ça raconte énormément de choses en fait sur notre société. Ça raconte qu'on tend à invisibiliser la femme derrière le rôle de la mère et qu'on normalise ça. On normalise le fait qu'une femme, quand elle devient maman, elle devrait dévotion absolue et un amour inconditionnel à ses enfants et que ça devrait lui suffire et qu'elle devrait s'en contenter. Alors que le père, par exemple, et même au cinéma, on le représente souvent absent et c'est très peu un problème. On le représente souvent au travail et c'est très peu un problème. Au contraire, il nourrit la famille. Et ça, c'est quelque chose de très archaïque, je trouve, et qui pourtant est tellement d'actualité et qui prouve à quel point notre société, elle est en fait très patriarcale encore. Et les femmes et les personnes queer subissent ce patriarcat de toute façon. Il y a aussi des obstacles qui viennent de sa propre famille. Vous avez parlé de cette figure de la mère qui se donne et qui se donne. Et là, à un moment donné, elle n'en peut plus. Ces enfants, ils sont 5 et ils ont évolué dans cette société-là. Et ils sont aussi contaminés par ces schémas et par ces représentations. J'emploie le mot contaminé parce que c'est comme un poison. Parce que quand on est baigné par ce genre de représentation, quand on est éduqué à l'école par ces représentations, en fait, on finit par les normaliser. Et pour eux, c'est pas normal que leur mère ne soit pas que leur mère. Et ils comprennent pas pourquoi d'un coup elle veut être autre chose. Et c'est comme si elle allait leur échapper. Elle va plus leur appartenir complètement parce qu'elle ne sera plus que leur mère. Alors que dans le film, tout le monde se déplace. Eux, ils se mettent à comprendre qu'en fait, elle sera autre chose et elle sera aussi leur mère. Mais c'est ça, je trouve, quand on est adolescent, je sais pas si toi ça te l'a fait, mais il y a un moment où tu comprends que tes parents, c'est pas juste tes parents, femme ou homme, ou aucun des deux. Il y a quelque chose où il y a un déclic, je trouve, où tu te dis ah ouais, en fait, ils ont une vie indépendamment de moi. Et c'est ça aussi que raconte le film. Comment à l'adolescence tu comprends que tes parents ne sont pas que tes parents. Et parfois, ils ont sacrifié beaucoup de choses. Et même eux ont oublié qu'ils n'étaient pas que tes parents. Oui, moi, il y a certains dialogues qui m'ont replongé dans mes réalités familiales. J'aimerais qu'on parle d'une scène en particulier, celle sur le coming out d'un de ses enfants. Ça m'a fait beaucoup rire, sourire, cette scène. Je ne vais pas trop en
parler là, pour garder la surprise, mais je peux quand même dire que ça se termine par l'enfant qui dit « Ma famille foire mon coming out », juste pour vous donner une idée. Donc, des scènes de coming out, on en a vu, on en a revu, on en a critiqué aussi. Comment vous vous êtes attaqué à cette scène-là? Elle était présente dès le début de l'écriture, elle était même indépendante du film. Je voulais que cette scène, quel que soit le film, j'avais envie de cette scène-là, parce que c'est encore malheureusement, avec ce qu'on vient d'écouter, toujours un sujet. L'orientation sexuelle d'un personnage, elle est souvent le sujet du film, ou le sujet de la fiction qu'elle concerne. Et moi, c'est quelque chose... Alors, je sais pas toi, mais moi, j'en ai un peu assez de ça. Je crois que l'orientation sexuelle d'un personnage ne devrait pas être ce qui dicte l'avancée d'une histoire. Je vois pas en quoi c'est... En tout cas, ça n'arrive jamais pour l'hétérosexualité. Donc, je vois pas pourquoi ça l'est pour la non-hétérosexualité. Donc voilà, moi, je me disais, j'ai envie de faire cette scène pour qu'on croit que ça va devenir quelque chose. On se dit, ah, ça va être le sujet du film, mais en fait, pas du tout. C'est quelque chose dont on ne reparle pas. On voit les enfants et on voit notamment une enfant avec sa copine, mais c'est pas quelque chose qui va définir le personnage et qui va être sa trajectoire ou une raison de sa souffrance ou une raison de son mal-être. Je pense que la scène, elle me servait. J'aimerais qu'elle soit pas nécessaire. Malheureusement, elle l'est encore un peu. Donc, elle est là comme un leurre, quoi, pour faire croire que. Et puis, en fait, elle n'aboutira à rien. Seulement à de l'acceptation. Et voilà. Le personnage est ce qu'il est. Et ça illustre très bien cette scène, ce que vous avez dit avant sur la dynamique entre enfants, parents. Moi, je l'écoutais la mère réagir et j'étais comme « Ah, mon Dieu, si j'avais pu entendre ça! » Et même à ça, que l'enfant était insatisfait de sa réponse, comme quoi aussi les besoins de chacun, chacune varient vraiment d'une personne à une autre. Ce que vous avez dit là sur cette scène qui, bon, on l'explore, on la voit, mais ensuite on passe à autre chose. On vous pose des questions par rapport au financement. Ouais, c'est vrai que quand on finançait le film, parce qu'encore une fois, les gens qui financent les films, en France en tout cas, c'est des gens qui ont majoritairement plus de 40-50 ans et qui sont pour la plupart tous hétérosexuels, en tout cas de ce que j'ai pu voir, des dirigeants de chaînes et tout ça. Dans les rendez-vous qu'on a pu faire, c'est très facile à discerner quand même l'hétérosexualité de quelqu'un qui a plus de 50 ans. Et effectivement, on me demandait, mais pourquoi alors ça devient pas un sujet? Pourquoi on l'explore pas plus? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une scène de coming out et d'un coup, on n'entend plus rien sur l'homosexualité de ce personnage. Et c'est vrai que je trouvais, ça représente, c'est malheureusement le reflet de notre société qui est encore très homophobe, quoi. Mais c'est une homophobie qui est douce, mais pas douce dans le bon sens du terme. Douce dans le sens où elle paraît inoffensive, alors que pour moi, c'est un comportement qui est quand même très toxique, d'interroger la sexualité d'un personnage dans un sens de « Ah, mais pourquoi ça ne devient pas un problème ?» Je trouve ça très particulier, quoi, et très malheureux. Mais bon, au final, on a eu la chance que... On leur a fait croire que ça allait devenir quelque chose. Je leur disais « Oui, je vais réécrire », et on l'a jamais fait. Donc, il faut utiliser ses ennemis. On parle un peu plus tôt à l'émission de représentation trans à la télévision québécoise. En France, comment vous trouvez cette représentation des communautés LGBTQ à l'écran? Elle est encore... Par où commencer? Non, mais c'était hyper intéressant ce qu'elle disait, parce que je trouve qu'en fait, en France, on en est à peu près... moi, j'ai pas sa connaissance et toute son étude qu'elle a faite, et je suis très admiratif de son travail, parce que elle a vraiment cherché, là. Mais effectivement, en fait, je vois et je constate, je consomme quand même beaucoup de médias qui sont queer, involontairement, juste parce que je pense être attiré par ce type de fiction. Et à chaque fois, quand même, je tique sur ces représentations et je me dis oh, mais c'est fou, pourquoi enfin, ça se voit que ça a été écrit par des personnes qui ne sont pas concernées, qui veulent se l'expliquer à eux-mêmes. Je pense que ce qu'elle disait avec les scènes d'explication, je crois que c'est en fait même les auteurs qui ont envie d'essayer de comprendre quelque chose de leur personnage. Et ça aussi, je crois que c'est assez toxique, en fait. J'ai l'impression... Enfin, je lis des scénarios pour le Centre national du cinéma en France, et il y a parfois des personnages qui ont des problématiques, entre guillemets, encore une fois, queer. Et voilà, ça devient des problématiques, et je sens... Et après, on rencontre les auteurs, et voilà, c'est des personnes hétérosexuelles qui ne sont pas du tout concernées par ces thèmes explorés par leurs personnages, et en fait, qui eux-mêmes essaient de se convaincre de quelque chose ou essaient d'apprendre quelque chose sur ces gens qu'ils pensent très différents d'eux. Et ça, je trouve que voilà, ça résume aussi le problème des productions audiovisuelles, c'est qu'elles sont faites souvent par les mauvaises personnes sur des gens qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et ça, c'est compliqué.
Beaucoup de travail à faire Beaucoup de encore. travail. En attendant, on peut aller voir votre film Tony en famille, qui a remporté le premier prix au Festival du film de demain, je le mentionne. C'est projeté au cinéma du musée le 10 novembre à 14h45 et puis au cinéma impérial le 12 novembre à 13h dans le cadre du festival Cinémania. Toutes les informations sont sur leur site web. Oui. Merci beaucoup, Nathan, d'être arrêté ici ce soir. Ça m'a fait très plaisir. Merci à vous. Parlons un peu de théâtre, d'art de la scène avec Mélodie Noël Rousseau. Rebonsoir, Mélodie. Rebonsoir. On disait, tu as fait une belle escapade en fin de semaine, mais surtout une belle découverte. Oui, je suis partie samedi matin dans les cantons de l'Est, entourée par les couleurs d'automne. 1h25 de méditation automnale et j'arrive dans un des plus beaux villages au Québec, et c'est pas juste moi qui le dis, c'est les statistiques. Frélichburg. Quel beau nom en plus. Oui, hein? Ça fit avec son palmarès, ça. Quand même, mais je ne sais pas si on dit Frélisburg. C'est Frélisbourg, Frélichburg. Je pense qu'il y a une petite variation. Oui, c'est ça, hein? On peut se permettre une petite variation. Mais là, il faudrait recevoir quelqu'un vraiment de Frélichburg. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est Frély pour les intimes. Frély. Voilà. Qu'est-ce qui se passait à Frély en fin de semaine? Bien, en plein milieu d'une route de gravelle, j'allais donner une formation de jeu à la Brinballante, une école de clown et d'art de la scène. J'ai passé un week-end avec 7 artistes talentueuses, super généreux, généreuses. Et l'école Brinballante, c'est quoi? Bon, ça offre des formations qui s'adressent aux artistes de tous les niveaux, même les curieux, curieuses, sans expérience, de 20 à 99 ans. Et ça, c'est plutôt rare, d'offrir des expériences professionnelles à des personnes qui sont simplement curieux, curieuses de vivre une expérience de jeu, une expérience de clown, d'aller explorer. Donc ça, je mets une étoile pour ce projet-là, je capote. En termes d'inclusion, d'inclusivité. Ouais. Puis j'avais une inquiétude quand même parce que j'avais des gens de tous les niveaux dans mon groupe. Puis je me demandais si les personnes avec moins d'expérience allaient se sentir intimidées d'être là. Mais au contraire, parce que les personnes avec plus d'expérience montraient un certain chemin de liberté. Ça donnait la permission aux gens de se laisser aller puis d'explorer ensemble. Il y avait un beau climat de confiance dans le groupe, en tout cas. C'était assez exceptionnel. Ça se passait donc dans ce petit bout de village perdu? Oui, dans une yourte. La personne a construit une yourte pour offrir ces formations-là, une yourte au milieu d'un camp de vacances. Donc, il y a même de l'hébergement qui est disponible sur place à moindre coût pour les participantes. Donc, quand on s'inscrit à une formation de la Brinballante, là, on décroche complètement de la ville, peu d'accès au Wi-Fi d'ailleurs. Donc, c'est vraiment là, isolé. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe, cette école-là? C'est très, très récent comme projet. C'est le fruit de la pandémie. Un des beaux fruits de la pandémie. L'école vient tout juste de célébrer son premier anniversaire en octobre dernier, plus précisément. Et je laisse l'ANAB, fondatrice et directrice pédagogique, nous raconter comment est né le projet. J'ai vu un documentaire sur Michel Dallaire, qui était un artiste clown qui vient du Québec, mais qui s'est émigré en France, puis qui a parti son lieu où il donnait des ateliers de clown chez lui, comme dans une espèce de bâtiment en retrait, à la campagne, dans les Cévennes. Puis ça m'a beaucoup touchée. Là, j'ai pris une décision de quitter Montréal, de revenir m'établir dans ma région natale, parce que je suis de Sutton. Et l'école de clown, c'est revenu. Il faut que j'ouvre une école de clown, puis ça va être ici. Étant elle-même une femme queer, elle tenait à mentionner tout l'effort qu'elle met à rendre son lieu inclusif. Ben c'est queer parce que c'est ça, c'est inclusif, c'est chaleureux, c'est bienveillant. On a toujours des réflexions sur qu'est-ce que organiser un lieu sécuritaire pour toutes sortes de gens, toutes sortes de cerveaux, toutes sortes de vécus. C'est queer parce qu'on a beaucoup de gens de cette communauté-là qui s'inscrivent à nos formations. C'est principalement une école de clown, mais on peut y trouver aussi des formations de tous les goûts, pour tous les styles de jeu. D'ailleurs, je lui ai demandé, c'est pour qui le clown? Moi, je dis que c'est pour les adultes parce que les enfants, pas besoin, c'est des clowns naturels.
C'est pour les adultes, c'est pour les artistes, c'est pour les non-artistes, c'est pour les curieux, c'est pour les électrons libres, c'est pour... Ouais, n'importe qui a envie de reconnecter avec quelque chose de sauvage ou d'enfantin ou de rebelle. Kim, est-ce que tu es charmée? Est-ce que tu veux suivre une formation de clown? Ben, je ne sais pas. Mais par contre, moi, ce que j'aimais, c'est qu'elle dit que les enfants, c'est des clowns naturels. Ben oui. Mais ça, je pense que je suis encore un enfant là-dessus. Ouais, Mais souvent, on croit à tort que le clown, c'est pour les enfants. Oui, il y a certaines formes de clown qui s'adressent aux enfants, mais il y en a pour les adultes aussi. Puis de pratiquer l'art du clown, c'est tellement complexe et merveilleux. Les prochaines formations qui s'en viennent à la Brinballante, il y a acrobatie pour les nuls, clown 101 pour les débutants. Il y a les enjeux mondiaux dans le regard du clown et création de numéros aussi. Je trouve ça quand même assez impressionnant que dans ce petit village de Frédérichburg, il y ait beaucoup de personnes de la communauté. Ben là, je dis beaucoup, là, c'est relatif, là, mais dans le sens qu'il y a des gens de la communauté queer qui vont suivre des formations là-bas. Oui, mais elle disait qu'elle recevait des gens de partout. Il y avait des gens du Nouveau-Brunswick, de Vancouver. Oui, ça fait à peine 1 an et son école fait déjà parler. J'ai beaucoup d'admiration pour son projet. Ça fait rêver. Allez suivre leur activité sur Facebook, sur Instagram. Ils sont un peu partout. Partagez la bonne nouvelle. On les a identifiés sur nos médias sociaux, donc vous pourrez aller les retrouver en consultant notre site, nos sites Facebook, Instagram, entre autres. Donc ça, c'était pour la Brinballante. Il y a des choses à surveiller dans les prochaines semaines. Mais oui, notre débit national, Debbie Lynch-White, qui va prendre l'affiche à Espace Go du 14 novembre au 2 décembre dans la pièce Tremblement. Elle est seule en scène, sur un plateau tournant, et elle m'a confié que c'est un des plus grands défis de sa carrière. Allez voir ça, ça va être quelque chose. Et le 18 novembre, je vous invite personnellement à la Cité des Hospitalières. Qu'est-ce qui va se passer là, Mélodie? Mais ce sera le lancement de la publication de notre pièce Ciseaux. Alors, ouverture des portes à 17h, il va y avoir des grilled cheese, de la performance, un bar éphémère pour faire honneur à la scène finale du spectacle pour ceux qui ont vu la pièce. Et il y a 2 semaines, en fond, quand tu es venu, on a parlé des drag kings, des drag queens, des drag créatures et tout ça. On se demandait, où les voir, ces drag kings-là qui commencent, qui font de plus en plus leur place sur les scènes. Tu as quelques suggestions de spectacles ou d'endroits pour nous? Hey, j'en ai plus que je pensais que j'aurais. Oui. Alors, j'ai le 9 novembre, demain, au Cabaret Queer. C'est au Cabaret Mado que ça se passe. Il y a la chanteuse Pascale Picard qui va être là, le drag king Derek Wood, l'artiste burlesque Grant Canyon, l'artiste de cirque Safi Watson et encore plus. Le 11 novembre, je vous amène du côté du bar Le Ritz pour le Pink Line Cabaret avec Jack Strapp et Griffin Payne. Le 16 novembre, du côté du Wiggle Room, Them Fatale, chapeauté par Rosie Bourgeoisie, un cabaret constitué uniquement de personnes trans non-binaires. Et le 17 novembre, ça a piqué ma curiosité, ce sera la première édition du Realm of Inferno. Ça se passe à un endroit très kinky, le Haut Palace. Alors, c'est un show kinky, BDSM, drag thing et créature, une expérience théâtrale immersive et plutôt chaude. Donc, c'est le 17 novembre. Alors, tout ça, d'ici le 17 novembre, c'est en une dizaine de jours seulement. Alors, ce ne sont pas les occasions qui manquent. J'aimerais qu'on glisse un tout petit mot sur ta prochaine chronique à la fin du mois parce que il y a 2 pièces qui sont sur notre radar. Je dis note parce que je vais aller les voir aussi. J'ai très hâte. Quelles sont-elles? On va voir les éroticeries. Je les ai manquées l'an passé. Même chose. C'est en reprise cette année. Je suis tellement contente de pouvoir voir cette production-là. Ça va se passer du côté d'Espace Libre. J'ai vraiment hâte d'en parler. Et on s'en va voir Bad Cop aussi, une production de théâtre d'objets féministes et queer. Et on se souvient qu'il y a 2 semaines, tu nous avais parlé de théâtre d'objets que je ne connaissais pas. Alors, l'occasion était trop belle. Donc, on aura l'occasion d'avoir un compte-rendu de tout ça à la fin du mois, lors de ta prochaine venue. Mélodie Noël Rousseau, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kim.
C'est déjà le mot de la fin. Avant de vous laisser, j'ai une petite annonce à vous faire. Nous acceptons vos propositions de reportage. Si jamais vous êtes un journaliste ou une journaliste indépendante, sachez qu'il y a des bourses en ce moment remises par l'Association des journalistes indépendants du Québec, l'AJIC. La date limite est le 17 novembre. Alors, ça pourrait être un beau coup de pouce pour réaliser vos projets de reportage terrain. Nous sommes à la recherche de reportages sonorisés d'une durée maximale de 5 minutes là, pour nous amener sur le terrain. Et c'est une pige rémunérée. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous êtes intéressé, mais vous avez des questions. Les invités de la semaine, Amélia Fizet, autrice de cette nouvelle étude sur les représentations trans à la télévision québécoise. Le réalisateur français Nathan Ambrosioni, qui est de passage à Montréal pour son film Tony en famille. C'est projeté les 10 et 12 novembre. Et l'information est sur le site de Cinémania. Merci Nathan d'être venu. À la culture, Mélodie Noël Rousseau. À la technique, Lou Perreno. Et l'interprète en langue des signes, Marie Penel. Je vous invite à venir nous voir sur place chaque mercredi au Normandie. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur YouTube. Les émissions sont disponibles sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Suivez-nous sur Instagram, Facebook. Abonnez-vous à notre infolette. Je travaille très fort après l'émission là-dessus. C'est envoyé jeudi. Allez vous abonner sur notre site Internet. Ici Kim Roy-Grenier. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.